C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'info. C'est l'info, votre toute nouvelle émission d'actualité, d'information, d'analyse et de décryptage. Nous vous retrouvons chaque week-end sur votre radio, en podcast et sur le www.c-l'info.fr. Émission numéro 1, ça commence tout de suite. Au sommaire cette semaine, nous recevons Jérôme Laverny. Il est le directeur du réseau national des missions emploi. Nous discuterons chômage et emploi ensemble. Votre grand reportage avec notre partenaire RFI sur la Grèce, le prix de l'austérité. Et puis notre chronique des yeuxdumonde.fr sur la situation actuelle des migrants. Nous rejoindrons le blogueur Arthur Ave, sans oublier vos chroniques habituelles, controverses, un œil sur les médias, IT News, ici Londres et fondamentalement sport. C'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. Bienvenue dans la première de C'est l'info. Et nous sommes à présent avec Arthur Ave du site lesyeuxdumonde.fr. Bonjour Arthur. Les Yeux du Monde est effectivement nouveau partenaire de C'est l'info pour l'année à suivre. Tous les 15 jours, vous retrouverez un intervenant de ce site internet spécialisé dans les relations internationales pour nous parler et bien justement des grands enjeux à venir de l'actualité internationale. Et Arthur, cette semaine, nous allons parler de l'Europe et de la crise migratoire. Lundi, Emmanuel Macron a convié 6 dirigeants de pays européens et africains à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire. Pour l'Europe étaient présents Angela Merkel, les chefs de gouvernement italiens et espagnols, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que les présidents tchadiens et nigériens, le chef du gouvernement d'entente nationale libyen, dont les pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers ces côtes européennes. Arthur, comment évolue actuellement cette crise migratoire ? On en avait beaucoup parlé il y a 2 ans, à la rentrée 2015. Oui, c'est ça. Donc, la crise migratoire aujourd'hui, donc elle perdure. Donc, au niveau des chiffres, les chiffres depuis le début de l'année sont beaucoup moins importants que ce qui a pu avoir lieu en 2014, mais surtout en 2015. On avait atteint un nombre assez important de 1 800 000 entrées illégales dans l'Union européenne. Donc, on est très loin de ces données-là, mais aujourd'hui, la crise migratoire demeure à des niveaux qui restent supérieurs à ce que c'était, à ce qui était dans les années 2000. On voit aujourd'hui que les routes migratoires ont évolué. Donc, avant, c'était davantage les principales routes migratoires, c'était davantage dans les Balkans, du côté de la Turquie, et les migrants arrivaient en Grèce. Maintenant, ça a un peu changé, donc c'est davantage par la Libye jusqu'en Italie, mais surtout avec des arrivées aujourd'hui qui se font principalement par l'Espagne. Et aujourd'hui, quelle est la réponse que donne l'Union européenne à cette crise ? Disons que la réponse donnée par l'Union européenne est un peu manque cruellement de coordination et de coopération entre les pays. Donc, on l'a vu lorsque l'Union européenne a tenté de proposer un plan de relocalisation des réfugiés entre les différents pays européens. Il y a eu l'opposition de certains pays qui ne voulaient pas jouer le jeu, donc notamment, on l'a vu avec le référendum organisé par le président hongrois pour s'opposer au plan de l'Union européenne. Il y a eu des initiatives qui ont marché pour pour tarir le flux de migrants, notamment l'accord passé avec la Turquie, mais ça ne répond pas aux sources du problème, ça ne fait que traiter les symptômes et encore difficilement, parce qu'on voit que les flux
certes diminuent, mais ils sont constants et rien n'est fait à la racine pour traiter ces flux. Et le drame humanitaire continue avec des milliers de morts depuis le début de l'année en Méditerranée. Oui, puis alors Arthur, il n'y a pas non plus de réponse unilatérale diplomatique qui est apportée par l'Union européenne, hein. D'un côté, aujourd'hui, Angela Merkel plaide toujours en faveur de l'accueil des migrants à 15 jours de la présidentielle en Allemagne, alors que Emmanuel Macron, lui, s'intéresse plutôt aux demandes d'asile et il souhaite examiner ces demandes d'asile de migrants depuis le Tchad et le Niger. Oui, donc ça c'est une approche portée par le président français. Donc on peut être assez dubitatif vis-à-vis de cette nouvelle approche, car finalement ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà des problèmes de souveraineté, donc un pays étranger traite dans un autre pays les demandes d'asile, ça pose des problèmes au niveau de la souveraineté de ces États qui ne peuvent pas décider du sort de leurs ressortissants. Après, on peut aussi se demander si c'est des demandeurs d'asile, ils sont en train de fuir une situation potentiellement de guerre ou de menace à leur vie. Est-ce que les États de départ les laisseront partir? Ça pose toute une série de problèmes et également aussi croire que en allant chercher directement les migrants dans leur pays, ça pourrait fonctionner alors qu'une majorité, aujourd'hui, il faut le rappeler, les flux sont mixtes, donc il y a une grosse part de réfugiés, mais aussi énormément de migrants économiques qui veulent venir en Europe pour travailler, pour bénéficier de conditions économiques meilleures, et ceux-là, ils seront toujours tentés de venir et ils viendront malgré tout. Et puis ce chiffre quand même, Arthur, 14 000 morts en Méditerranée Oui, depuis ça c'est 2014. peut-être que la méthode d'ouvrir des hotspots dans les pays de départ pourrait remédier à la crise humanitaire avec Mortel, ouais. oui, ça pourrait être une solution, mais ce sera jamais une solution pérenne qui pourrait résoudre d'ensemble la crise. Il faut Et donc, des modes de gouvernance et, internationaux pour résoudre cette crise. et donc à l'avenir, quels sont les problèmes que tout cela va poser à l'avenir? Bah, on peut déjà être quasi certain que la crise migratoire est loin de s'achever, notamment par l'instabilité qui demeure dans certaines zones. Donc, tant que la Libye est instable, tant que la guerre en Syrie continue, il y aura toujours des flux importants de migration et on peut douter des capacités de l'Europe à résoudre cette crise tant qu'il n'y aura pas une véritable politique d'asile commune, tant qu'il n'y aura pas de solidarité effective qui se mettra en place. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui acceptent d'accueillir ces migrants, soit par intérêt, soit par véritable effort de solidarité, mais ce n'est pas suffisant actuellement. Merci beaucoup Arthur pour toutes ces précisions. Arthur Havet du site internet lesyeuxdumonde.fr où l'on peut retrouver toute l'actualité diplomatique sur les migrants et plus encore alors. Ouais, bah, bien sûr. Je vous invite à visiter notre site, donc lesyeuxdumonde.fr, et je vous remercie Martin pour nous avoir offert la chance de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Merci Martin. C'est l'info, l'invité de la semaine. Alors que la conjoncture économique s'améliore, les chiffres du chômage, eux, stagnent toujours. Une stagnation qui ne facilite pas la vie de nombreuses personnes qui connaissent le chômage depuis de longs mois. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jérôme Laverny. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur du réseau national des missions emploi. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette mission emploi et surtout quelles sont vos recettes miracles. Alors, pas de recette miracle. En revanche, la mission emploi
est un espèce de machin un petit peu bizarre, structure publique, territoriale, ayant pris un chemin un petit peu différent de certains de nos homologues, Maison de l'Emploi, PLI. Nous sommes une structure ayant vocation à travailler sur 3 registres, emploi, formation, développement économique, tant il est vrai que nous sommes intimement convaincus qu'il ressort des synergies entre les 3 champs, des choses très intéressantes. Autre particularité, être un service emploi pour les gens au sens large, nous n'avons pas de conditions restrictives de public, et être un service emploi pour les entreprises au même diapason. Le but étant de jouer un rôle d'interface qui devrait relever en fait d'une certaine évidence, mais qui constitue précisément un des endroits où nous, structures publiques, nous sommes mauvais, ou pour le moins, nous avons quelques failles. Et moi, j'en veux pour preuve l'humilité qu'il nous faut adopter au moment de lire le succès des agences d'intérim et des cabinets de recrutement dont il s'est agi précisément de se rapprocher afin de nous en inspirer dans leur méthodologie, leurs outils pour jouer ce même rôle d'interface. Alors Mission Emploi, Jérôme Lavergne est présent à l'échelle de l'Île-de-France et désormais à l'échelle nationale dans certaines villes de France, hein. Oui, tout à fait, même si nous ne logeons pas d'objectifs chiffrés d'être 10, 15, 20, 50 missions emploi, le but est d'enclencher un travail collectif. Ce qui, sans faire de mauvais jeu de mots, n'est pas toujours très évident entre collectivités locales, un fichier partagé de candidats, un fichier partagé d'entreprises, de contacts et un fichier partagé d'idées. Là où précisément il est regrettable de s'apercevoir combien dans le secteur public et associatif du reste, existe une concurrence parfois plus accrue que dans le secteur privé. L'idée pour nous est précisément de constituer une petite famille échangeant méthodes, outils, processus sur les 3 registres de travail, emploi, formation, développement économique. Et donc de manière tout à fait concrète, un chômeur qui rejoint votre association aura beaucoup plus de chances, hein, de trouver un emploi futur. Ce serait bien présomptueux de le considérer comme tel, mais néanmoins, l'article 1 de notre Constitution, qui n'existe pas, préconise de se coucher moins bête, et le but est pour nous de développer des outils, des méthodes qui se rapprochent de l'efficacité des cabinets de recrutement, des agences d'intérim. Petite originalité de notre réseau national, c'est que nous n'avons pas de territorialité, ni d'entreprise, ni de candidat. Vous savez, l'emploi, la formation, l'insertion constituent une sorte de petite église ou de grande église avec des dogmes, des grands prêtres, des grands messes, des hérétiques. Il y a ce dogme du bassin d'emploi contre lequel nous nous érigeons. Quiconque franchit notre porte est accueilli, c'est même pire, nous allons la franchir dans l'autre sens, à la rencontre de candidats de partout et d'ailleurs. Le siège social d'une entreprise n'a pas de lien forcément avec son rayon opérationnel. Et raison pour laquelle nous n'avons pas de territorialité, tant d'entreprises que de candidats. Et alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, notre pays, la France, n'arrive-t-elle pas à faire baisser le chômage? Est-ce un problème au niveau de la politique de l'emploi? N'est-elle pas la bonne? Je vous disais tout à l'heure, pas de recette miracle. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est facilement constatable depuis un certain nombre de mois, c'est que on envisage toujours sous le prisme précisément d'une recette miracle, d'un plan complètement mirifique, une réforme de l'emploi. Là où, à mon sens, la meilleure réforme de l'emploi devrait déjà se borner à apporter un certain nombre de correctifs par rapport à des choses simples, concrètes, pragmatiques, qui malheureusement, ne sont pas corrigées. Je vous prends un seul exemple. Aujourd'hui, on ne dit pas du tout, on ne dit pas assez, combien, nombre d'offres d'emploi ne trouvent pas preneur. Et c'est un réel souci. C'est un réel souci. Parmi tout un tas de faisceaux de raisons, il y a aujourd'hui des métiers qui, dans notre pays, quoique se disant en crise, est un pays qui ignore ou méprise les métiers manuels. Pour dire les choses concrètement, en fait, il y a un certain nombre de ces métiers manuels vers lesquels on oriente les pires élèves. Voilà. C'est pas très sexy d'être charcutier, chaudronnier ou crémier fromager. Et c'est culturel en fait. Pour un jeune, dire le samedi soir à ses copains, écoutez les gars, je suis charcutier, crémier fromager, j'en sais rien, ça le fait pas, comme on dit dans l'air du temps. Raison pour laquelle aujourd'hui, on manque cruellement de candidats sur ces métiers-là. Mhm. Raison pour laquelle aussi, le thème
des travailleurs comment dire, détachés est pris sous un angle complètement à côté de la plaque. Oui, il y a un problème juridique, administratif, j'en conviens. Mais si ton entreprise recourt à tel travailleur polonais ou portugais ou je ne sais de quel autre pays, c'est bien aussi parce qu'un certain nombre d'entreprises sont confrontées à un problème, c'est que dans un certain nombre de métiers, il n'y a pas de candidats, il n'y a plus de candidats. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et oui, Voilà. les chiffres le montrent aussi, hein, Jérôme Lavergne, en 1982, 56% de la population active était sans diplôme. Ils n'étaient que 20% en 2013. Mais alors, faut-il réellement favoriser dans notre pays le travail non qualifié? Alors attention, le travail non qualifié n'existe plus. Pour être agent de restauration, il faut une formation. Pour être agent de sécurité, il faut une formation. Un employeur du BTP me disait récemment, bah, vous savez, nous on recrute des canalisateurs, il nous faut des gens qui soient courageux, prêts à affronter les intempéries et le contexte pas très agréable des égouts. Non, complètement faux. Dans l'intervalle a été mise en place une formation réglementaire. C'est tout le paradoxe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi non qualifié. Mais encore une fois, la meilleure réforme du travail n'est sans aucun doute pas celle qui va s'appliquer à se pencher sur les indemnités prud'homales, bien fondées ou pas, c'est sans doute très intéressant, mais c'est pas ça qui va créer de l'emploi. En revanche, je vous prends un autre exemple très concret. Aujourd'hui, le marché du travail français est confronté à une problématique. Recruter quelqu'un qui parle anglais, c'est un réel souci en France. Un réel souci. Voilà. Eh bien, c'est à ce genre de choses qu'il faut s'atteler. Il y a des situations de blocage en France. En faire un audit ne coûterait pas beaucoup de temps et certainement pas beaucoup d'argent. Relever cette situation de blocage permettrait d'édifier une réforme du travail qui aurait vocation à apporter des corrections. Trouver du travail, ou plutôt trouver un employé dans une zone frontalière, c'est pas du tout la même chose que le faire en Île-de-France ou en province. Mhm. Eh oui, tout à fait. Et puis on a également, Jérôme Lavergne, le problème eh bien, de l'âge moyen du départ à la retraite. La population vieillit et les seniors sont également de plus en plus actifs. C'est un cri d'alarme que je lance. Nous sommes dans un secteur où les politiques jusqu'à présent se sont bornées à surfer sur des politiques d'apparence, de bonne conscience, de bonne volonté, d'affichage. Il est un réflexe pavlovien qui veut en France, quand on prononce le mot emploi, d'y accouler le mot jeune et formation a fortiori. Voilà. C'est pratiquement une sorte d'hystérie, d'obsession. Là où en réalité, il s'agit en aucun cas de saucissonner par l'âge et de passer au carbone 14 un candidat qui recherche un emploi. Dans les hôpitaux, les urgences accueillent et gèrent les patients suivant l'urgence de la situation dans laquelle ils se trouvent, la gravité de la pathologie. Il en va de même pour l'emploi. On ne passe pas sous la forme de l'âge. Sauf que, bah voilà, c'est ancré comme cela. Sauf que, aujourd'hui, on voit des gens qui, passé la quarantaine, la cinquantaine, peu importe l'âge, peu importe, se retrouvent à la confluence de problèmes très, 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 très graves. On voit des gens qui, à plus de 50 ans, vont vivre chez leurs enfants dans un studio. On voit des gens qui arrivent à l'âge de la retraite sans ce que possédaient les générations précédentes, c'est-à-dire sans un bien immobilier qui constitue une poire pour la soif. Et je dirais même que combien même aurait-on l'obsession des jeunes, d'aider les jeunes. La meilleure façon d'aider un jeune, c'est immanquablement de faire en sorte que ses parents, les personnes qui le sont le plus proches, soient dans la capacité de pouvoir l'aider, et certainement pas de le faire via l'État ou des mesures étatiques quelconques. Voilà, on n'aide pas les gens suivant leur taille, leur âge, leur couleur de cheveux. On aide les gens de la même façon dans la santé que dans l'emploi, suivant la gravité de la situation ou les difficultés qu'ils éprouvent. Eh bien voilà, merci beaucoup Jérôme Lavergne d'avoir accepté notre invitation. La discussion aurait pu bien évidemment s'éterniser parce que le marché de l'emploi et l'emploi en France est un sujet sans fin, on peut le dire. En tout cas, nous aurons le plaisir de vous retrouver peut-être dans de prochaines émissions pour rediscuter de tout cela. Je rappelle votre initiative, hein, Mission Emploi, basée à Drancy en Île-de-France et partout en France, hein. Oui, tout à fait. Et vous serez également le 18 septembre au Stade de France. Oui, le 19 septembre, nous organisons un grand salon emploi-formation au Stade de France.
Tout le monde y est convié, pas de critères de taille d'entreprise, il y a des TPE, des PME, des grands groupes. Et j'y invite bien volontiers quiconque y est intéressé pour trouver un emploi, une formation, une entreprise dans le cadre d'une alternance, etc., etc. Et bien voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. Merci, merci à vous. Controverse. Et dans C'est l'info, nouveau rendez-vous controverse chaque semaine avec Mickey Monstre pour débattre autour d'un sujet. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Quel est le sujet de la semaine ? Le combat de Floyd Mayweather, évidemment, avec McGregor, qui pour moi sonne le glas de la boxe. Alors, qu'est-ce que la MMA, Mickey Monstre, les arts martiaux mixtes ? Alors, la MMA. Le MMA est né d'une question que se posent tous les combattants depuis presque la nuit des temps, en se demandant quel est le sport le plus efficace. Judo, karaté, boxe, boxe thaï, taekwondo, lutte, kickboxing. Cette question se posait déjà lors des grands combats entre les grandes écoles chinoises d'arts martiaux, entre le Wushu Quan, le Sanchu Quan, le Sanda, et qui ont vu la mort des maîtres tai chi beaucoup trop lents pour leurs adversaires. Pourquoi la boxe a-t-elle perdu son combat contre la MMA ? Parce que c'est grâce à la présence d'un combattant MMA que ce combat a attiré 5 millions de téléspectateurs payants, chacun presque $100. Ce qu'aucun autre combat professionnel de la boxe avant lui n'avait pu faire. Le public en a assez des boxeurs défensifs, calculateurs qui évitent les adversaires les plus dangereux. Parce que ce combat a généré 500 millions de dollars et une couverture médiatique hors du commun grâce à la participation de l'UFC et de son président Dana White. Alors qui est-il, Dana White ? Dana White est un Américain autodidacte, fan de Trump, qui a fait des tas de petits boulots, maître d'hôtel, videur, ouvrier, et qui est devenu milliardaire après avoir porté à bout de bras l'UFC, la fédération la plus puissante du MMA, qu'il a acheté en 2001 pour 2 millions d'euros grâce à un prêt qu'un ancien camarade de classe lui avait fait, et qu'il a réussi à imposer ce sport dans le monde entier, même si le village gaulois français résiste encore à l'envahisseur. Les combats de MMA sont interdits en France. Alors que va-t-il se passer désormais ? Avec la retraite de Mayweather, aucun autre boxeur n'a la personnalité, le charisme et n'est aussi bankable, même si on parle d'un combat de MMA d'Anthony Joshua, et ne pourra faire ce genre d'audience. Reste McGregor, l'autre protagoniste. Bête de scène, combattant exceptionnel, il est le seul à pouvoir continuer. Son prochain combat MMA va avoir une visibilité et une couverture exceptionnelle et est parti pour exploser tous les records de tous les contrats et de toutes les audiences du MMA. Nous assistons à un point de bascule de l'intérêt du public de la boxe et des autres sports traditionnels, pieds-poings et même du judo, pour le MMA. Cela veut-il dire, à terme, la disparition des autres sports de combat ? Oui, le MMA va s'imposer comme seul sport de combat crédible et va détruire tous les autres sports, leur antériorité, leur culture, leur tradition, leurs valeurs et leur esprit, dans une intégration verticale et horizontale de tous les sports, de leurs techniques, des moyens de production, de diffusion, de production et de marketing de cette nouvelle discipline qui pourrait devenir olympique en 2028 à Los Angeles, la ville du cinéma. Et bien voilà, c'était Mickey Monstre que vous retrouvez dès la semaine prochaine dans Controverse. Tout de suite, L'actualité des médias.
l'IT News à présent, toute l'actualité des nouvelles technologies avec Stanislas Miroka. Bonjour Stanislas. Bonjour Martin. Lundi prochain, c'est la rentrée scolaire, mais il n'y a pas que les enfants et les parents qui s'y préparent, hein, Stanislas. C'est aussi la rentrée pour les opérateurs téléphoniques. Cela signifie une nouvelle offre d'abonnement aux box d'accès à Internet. Nous allons donc comparer les nouveautés que proposent nos 4 principaux opérateurs qui sont Bouygues Telecom, SFR, Orange et Free. On débute avec Bouygues Telecom. Bouygues Telecom nous propose pour cette rentrée une nouvelle version de sa B-Box Miami. Elle s'appelle la Miami Plus. Comme la B-Box classique, elle offre un accès à Internet ultra rapide, plus de 170 chaînes de télévision, appels illimités en France, bouquet de presse consultable autant que vous le souhaitez. Mais ce qui lui vaut son plus, c'est sa capacité de stockage de 128 Go. C'est-à-dire que vous pouvez stocker en moyenne 10 films en haute qualité sur votre box, les appels illimités vers les portables en Europe, et surtout un bonus de votre choix entre le bouquet TV B-Box Jeunesse, qui sont des programmes destinés aux enfants, Playzer, qui est une plateforme de streaming musical, et Start by Canal, c'est une nouvelle offre de Canal+. Start by Canal contient une offre de grandes chaînes telles que Disney Channel, Infosport Plus ou encore National Geo, disponibles en live ou en replay, mais aussi un service de vidéo à la demande pour regarder des films, des séries ou des dessins animés. Cette B-Box Plus est proposée à 24,99€ par mois pendant un an, c'est-à-dire 10€ de plus que la B-Box classique, puis son prix passe à 37,99€ par mois. Vous réalisez donc une économie de 156€ pendant la première année. Du côté de chez SFR, après le lancement de SFR Sport et ses 5 chaînes exclusivement dédiées au sport, et de SFR Presse, où vous avez accès à plus de 80 magazines sur votre smartphone ou tablette en illimité, SFR lance sa nouvelle chaîne de télévision baptisée Altis Studio, orientée cinéma et séries télévisées. Elle vous propose des films en exclusivité 12 mois après leur sortie en salle, des séries inédites et des magazines consacrés à l'actu du ciné-série. Alain Veil, le directeur général d'SFR, a annoncé la diffusion de 400 films et séries par an et des avant-premières de films coproduits par Altis. Orange, quant à lui, mise sur ses partenariats, notamment un partenariat avec Canal+, et le lancement du bouquet Canal+ Essentiel, qui propose toutes les chaînes Canal+ à un prix abordable, et un autre partenariat avec UGC, qui va vous permettre de regarder en avant-première les films produits par UGC Images sur les chaînes d'OCS d'Orange. Et enfin, Free ne mise pas sur la nouveauté, mais toujours sur le prix, notamment sa Freebox Mini 4K à 29,99€ par mois sans engagement, et ses offres mobiles exclusives pour ses abonnés et son fameux forfait à 0€. Donc pour cette rentrée, c'est une vague de nouveaux contenus qui s'abat sur le consommateur. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir. Et Raphaël Redon nous a rejoint à présent. Raphaël qui nous présentera chaque semaine une chronique nommée Fondamentalement Sport, qui s'organise autour du sport et du business. Bonjour Raphaël. Eh bien bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique que j'aurai le plaisir d'animer tout au long de l'année et qui animera votre radio régulièrement. Cette chronique nommée Fondamentalement Sport aura pour objectif de décrypter l'actualité du sport, mais également surtout les enjeux sociaux qui animent le sport, véritable fer de lance de notre population et de notre société aujourd'hui, mais que ce soit au niveau business, politique, social, et qui rythme notre quotidien régulièrement, notamment pour les fans de sport, mais pour tous, avec notamment les enjeux qui l'animent. Et donc cette chronique, elle aura pour objectif de diversifier votre pensée par rapport au foot, au rugby, au handball, au tennis, tous ces sports, mais également des sports moins connus que vous aurez le plaisir de découvrir ou d'agrémenter. Il y a plein de thèmes aujourd'hui. Le sport, c'est quotidien dans notre vie. Et tout au long de l'année, j'essaierai de recevoir différents invités qui aiguilleront votre pensée par rapport à cela, avec des questions-réponses, des thèmes, des quiz, des petits reportages. Tout cela, cette première sera surtout consacrée à la présentation de cette saison. On abordera aussi rapidement le foot avec le mercato. Comme vous le savez, le mercato de foot est quelque chose de très connu, très apprécié, mais surtout qui est une représentation très facile à faire en fait du sport, du business dans le foot et du sport en général, avec les sommes qu'on évoque de plusieurs millions d'euros
très régulièrement. Mais donc voilà, donc là, au niveau de la présentation de cette émission, elle sera surtout basée voilà, sur une petite chronique entre 5 et 10 minutes à chaque émission. Elle sera essentiellement présentée par moi, mais j'essaierai de régulièrement avoir des invités qui pourront m'aider et que je lancerai sur des différents sujets pour avoir leur opinion et pour varier un peu l'opinion de chacun, basé donc comme je vous le disais sur différents sports, le foot, le handball, le tennis, le rugby, mais aussi le golf, la Formule 1, des sports qui font vaciller beaucoup d'argent, mais aussi des sports un peu méconnus et qui évoquent différents problèmes sociaux, et également la féminisation du sport qui aujourd'hui est un problème, mais en même temps un enjeu important pour les sociétés. Récemment, on a eu les campagnes politiques. Le sport a été abordé, mais pas tant que ça. On sait que Laura Flessel est la nouvelle ministre des Sports. Elle a beaucoup d'objectifs pour cette nouvelle campagne et elle espérera mettre en avant le sport. C'est une femme, donc bien sûr aussi les femmes dans le sport qui lui tient énormément à cœur. Emmanuel Macron, notre nouvel président, a des enjeux et a des objectifs et de devoirs bien sûr par rapport à cela. Et on espère qu'il les tiendra. Mais donc voilà, pour cette première émission, je voulais parler un petit peu de foot et du mercato. Comme vous le savez, ce mercato qui vient de se terminer a fait parler beaucoup, a mis du bruit un peu, notamment par rapport aux sommes qui ont été évoquées. On parle forcément de Neymar, mais qui avec son arrivée au PSG, mais c'est surtout en général la teneur qu'a pris le mercato et le foot. On évoque des sommes de plus en plus hautes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un plafond bas qui est mis chaque année avec le foot, notamment grâce aux droits télévisuels qui brassent de plus en plus d'argent. Et en fait, ce plafond bas marque un minimum à atteindre pour la vente d'un joueur, et en fait plus le joueur devient bon, plus le plafond augmente. Il n'y a pas de plafond maximum, mais parfois il y a un plafond minimum qui augmente et qui permet de faire passer le football et l'argent du foot dans une nouvelle ère, et ça rend tout cela exceptionnel. Donc on a beaucoup parlé de Neymar, mais il y a énormément de débats qui ont eu lieu pendant ce mercato, de savoir comment les clubs recevaient autant d'argent. Est-ce que c'était les clubs vraiment qui payaient les joueurs, ou plutôt des pays? On parle beaucoup du Qatar avec le PSG, mais les Russes, les Émirats, les Américains investissent les clubs de plus en plus, les rachètent et investissent beaucoup d'argent pour une pub personnelle également. Donc on a énormément parlé de cela, pardon, mais également des débats du fair play financier par exemple, qui a été mis en place il y a 3 ans maintenant par l'UEFA et la FIFA, les deux grands organismes du foot, et qui ont pour but de régler un peu les problèmes d'argent entre les clubs, égaliser, essayer d'avoir une équité sportive et une équité financière, pénaliser notamment les clubs qui dépensent trop d'argent et qui n'équilibrent pas leur balance. Ça a été le cas pour le PSG, mais si on le regarde bien cette année, le PSG n'a eu aucun problème à contourner ce fair play financier en mettant en place des montages financiers qui lui ont permis de pouvoir acheter sans pression chaque joueur qui le voulait, notamment Neymar à 222 millions en payant la clause libératoire, ce qui est une première, une clause libératoire aussi haut, mais également avec Mbappé, Kylian Mbappé, le jeune prodige français de 18 ans, qui normalement est allé au PSG grâce à un prêt avec option d'achat, mais pas forcément obligatoire. Enfin voilà, aujourd'hui l'objectif pour les clubs comme ça est de contourner le fair play financier en mettant en place, comme je disais, des montages financiers qui ont pour objectif de ne pas se faire taper sur les doigts entre guillemets, et surtout d'équilibrer les comptes, mais pas sur une seule année, sur plusieurs années, et ainsi avec plusieurs ventes pouvoir se remettre sur une balance positive ou même nulle qui suffit au club. Mais comme on le sait aujourd'hui, de nombreux clubs dans le monde ont des déficits impressionnants de plusieurs millions d'euros et proches du milliard. Mais qu'importe, puisque ces problèmes financiers sont réglés grâce à des investisseurs privés, publics, mais aussi des droits télévisuels qui permettent de régler ces problèmes, et surtout d'éviter tout problème avec la FIFA, l'UEFA. Les problèmes notamment, les risques sont des interdictions de transfert, mais également des pénalités concernant la participation aux coupes d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa. On se souvient des clubs turcs, notamment Fenerbahçe, Galatasaray, qui avaient été suspendus de toute compétition européenne pendant 2 ans. Ça avait fait couler beaucoup d'encre, et on se demande
pourquoi le PSG ou Manchester City qui dépensent énormément d'argent ne sont pas pénalisés, parce que ce sont des gros clubs, mais ils arrivent également à contourner ça. Donc voilà, je voulais vous donner mon opinion pour une première. Je ne savais pas vraiment par quoi commencer parce que j'avais pas eu encore le temps d'organiser tout cela, mais c'était le moment parce qu'il y a eu il y a eu le mercato qui vient de se terminer et c'était le moment d'en parler et d'évoquer cela en même temps qu'une présentation de l'émission. Donc voilà, comme je vous disais, ce sera basé autour du foot business, enfin du sport business, pardon, les problèmes sociétaux, politiques, économiques qu'enregistre que le sport, la féminisation du sport également. Mais on parlera de foot, mais j'essaierai de varier parce qu'on parle beaucoup de foot. Peut-être que les gens en ont marre. C'est bien aussi de parler d'autres sports parce que on parle de l'argent dans le foot, mais il n'y a pas que dans ce sport. L'argent se développe dans beaucoup de sports, le rugby en premier qui était qui est professionnel depuis très peu de temps et ça pourtant on s'en rend moins compte. On pourra parler également de dopage qui fait couler beaucoup d'encre dans le cyclisme parce que c'est le sport dont on en connaît le plus, mais également dans d'autres sports voilà de dopage, mais donc voilà, ça sera l'occasion d'évoquer plein de sujets, également les Jeux Olympiques. On le sait, Paris va sûrement organiser les Jeux Olympiques en 2024, et ben ce sera l'occasion d'évoquer cela et d'essayer de débattre à propos de sûrement cette organisation qui ils sont organisés par rapport également au plan financier, politique. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à la France, le fait que Los Angeles ait pris les Jeux de 2028, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Donc voilà, il y aura vraiment beaucoup de débats. Cette émission ce sera de la liberté, une radio libre un peu, une chronique libre, fondamentalement sport, ce sera le nom de cette émission. Et ce sera vraiment le cas, donc j'espère accueillir des gens de telle sorte à pouvoir avoir différentes opinions sur le sport business. Donc voilà pour cette petite première chronique, elle est d'une longueur acceptable je pense, et elle permettra voilà de vous mettre un peu dans le bain, et elle sera régulière, j'espère qu'elle vous plaira, donc j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur votre radio, donc j'espère je vous laisse entre les mains de bons animateurs, et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ici Londres, tout autre chose donc à présent. Chaque semaine, nous aurons notre correspondant maison, c'est l'info, Alexander Seal, qui depuis Londres, nous donnera en quelques instants la température, le pouls à Londres. Et avec vous Alexander, aujourd'hui nous allons parler de Lady Di. Au Royaume-Uni, les Britanniques rendent hommage à Lady Di 20 ans après sa mort. Et vous allez voir, elle reste très populaire dans le cœur des Anglais, n'est-ce pas, Alexander? Cette semaine, les hommages ont eu lieu à Londres 20 ans après la mort de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997, suite d'un accident de voiture à Paris. À Kensington Palace, ancienne résidence de Lady Di, une exposition des robes de la princesse a été organisée en février dernier. Et puis, ce printemps, un nouveau jardin dans le parc du palais de Kensington a été organisé au printemps. Il est couvert d'un parterre de myosotis, fleurs préférées de Diana. Cette semaine, les fils de Diana, les princes Harry et William, ainsi que Kate Middleton, lui ont rendu un dernier hommage dans ce jardin, sous une pluie battante. Et puis de nombreux Britanniques et curieux ont été invités à déposer des fleurs devant les grilles du palais. Mais mon coup de cœur à Londres cette semaine, le café Diana, situé à Notting Hill Gate, l'homme qui a ouvert ce lieu en 1989, est un admirateur de la princesse. Les murs de son café sont tapissés des photos de Diana. Lady Di a emmené ses enfants à manger là-bas. Ses spécialités, un petit déjeuner anglais, des fish and chips ou bien un sandwich au kebab. Vous mangerez très très bien là-bas. Merci beaucoup Alexander pour toutes ces précisions. Allez, on reste à l'étranger et on parle à présent de la Grèce. C'est notre grand reportage de la semaine. La Grèce serait-elle bientôt sortie de la crise? Depuis quelques semaines, les félicitations des partenaires européens du pays se succèdent alors que le pays a réussi à garder un budget particulièrement strict. En 2016, l'État grec s'était engagé à dépenser beaucoup moins que ce qu'il gagne, c'est-à-dire avoir un surplus primaire de 3,5% du PIB, alors qu'il a réussi à atteindre 3,9%. Il a donc largement dépassé cet objectif. Est-ce réellement
un succès. Je vous propose à présent d'écouter le reportage de Charlotte Stievnar qui s'est rendue justement en Grèce. C'est un reportage en partenariat avec la rédaction de Radio France Internationale. Perama, banlieue du Pirée. Ici, c'est l'industrie du bateau qui fait encore vivre, ou survivre plutôt. 7 personnes sur 10 sont au chômage. L'appartement de Nikos Marmaras se trouve en haut sur la colline, dans un petit immeuble en béton, où chaque famille a son balcon décoré de plantes. L'intérieur est propre, même si les meubles vieillissent mal, comme le fait remarquer ce retraité de 68 ans. Nous habitons à 4 dans cet appartement. Nous étions 6, maintenant nous sommes 4. Mais c'est très difficile, au moindre dégât, on ne peut rien réparer. On a aussi une voiture vieille d'une dizaine d'années, qui a des problèmes parfois. On ne peut pas faire de réparation. Nikos Marmaras était marin. Il a travaillé 23 ans sur des bateaux, 6 ans à terre, et il a toujours cotisé. L'argent qu'il donne ne suffit pas. Si je calcule, ma femme touche 150 € par mois, car elle a une retraite pour personnes handicapées, elle a un appareil auditif. Ma retraite est de 934 € mensuels. On peut y ajouter 140 € de retraite complémentaire. Mais ça va disparaître dans les 2 prochaines années. C'est ce que disent les médias. À terme, on va descendre à 600 €. Donc on va peut-être être obligé de retourner habiter au village avec ma femme. En 7 ans de crise, en moyenne, les retraités grecs ont perdu 40% de leurs revenus et de nouvelles coupes sont déjà prévues à partir de 2019. Mais ce ne sont pas les seules victimes de l'austérité. Pour les jeunes, la situation n'est pas plus rose, au contraire. C'est soir de match au Panathinaikos, un des 3 gros clubs de football d'Athènes. Comme chaque dimanche, Thanassis, 38 ans, est de la partie. Avant de se rendre au stade, il est venu parler de sa situation financière. Malgré des études d'économie, le trentenaire travaille dans un café depuis 5 ans à un rythme très difficile, 10 à 12 heures par jour. Je gagne environ 500 € et 200 € en plus pour les heures supplémentaires et je travaille 2 à 3 samedis par mois. Mon contrat prévoit 5 jours de travail par semaine, 8 heures par jour. Donc, tu travailles environ tout le temps. Oui, sauf les dimanches. Certains dimanches, je travaille quand même. C'est autorisé, environ 8 dimanches par an. Mais ceux-là, ils ne les paient pas. Et les jours fériés non plus. Tes conditions de travail, elles ont changé ? Du point de vue financier, je gagne ce que je gagnais depuis le début, ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est que j'ai plus de responsabilités qui ne sont bien entendu pas payées, pas reconnues. Par exemple, avec l'expérience, je vends plus. Le responsable s'occupe moins de la vente, ce qui veut dire que j'ai plus de travail, mais je ne suis pas mieux payé. Thanassis est en couple depuis plus de 16 ans. Ils vivent toujours séparément et envisagent de quitter la Grèce. Pour trouver de meilleures conditions de vie, un état plus juste, de meilleures opportunités pour pouvoir réaliser nos rêves, qui coûtent beaucoup plus cher en Grèce, car nos salaires sont bas comparés à ce qu'on peut gagner à l'étranger. Plusieurs de leurs amis et membres de la famille ont émigré à cause de la crise, notamment à Boston, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple, sur le pays dans lequel ils vivent ? Que c'est mieux organisé, que l'État est plus juste et que tu es payé par rapport à ce que tu fais. Je pense, si les gens à l'étranger voyaient la façon dont travaillent les Grecs, ils deviendraient fous. Travailler autant, à ce rythme, en produisant beaucoup, je ne pense pas que l'on voit ça ailleurs. Nous avons peur de perdre notre travail. Cela fait que nous sommes extrêmement productifs toute la journée, pendant plusieurs années. À l'étranger, quand tu travailles comme ça, tu es mieux payé. Ici, la seule rémunération, c'est que tu peux garder ton travail. La Grèce a un des taux de natalité les plus bas d'Europe. Comme beaucoup de trentenaires grecs, Thanassis et son ami n'ont pas d'enfants.
Tu prévois toujours le pire s'ils arrêtent de te payer. C'est très courant qu'ils arrêtent, que tu continues de travailler en espérant qu'ils te paient à un moment. Ce n'est pas possible avec une famille. Pour toi, certaines obligations peuvent attendre, mais les enfants ne peuvent pas attendre. Donc, pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu penses à quitter le pays, car ici c'est stressant de savoir qu'il y aura toujours un gros risque que quelque chose se passe mal avec ton travail. D'autres ont eu le temps de fonder une famille avant que les choses ne se dégradent et avec un travail dans le secteur public, ils pensaient même avoir une certaine sécurité. Et il y a un peu plus de 2 ans, le mari de Maria a perdu son travail. Il était employé dans une compagnie d'assurance. Dernièrement, il avait retrouvé un petit emploi grâce à un programme étatique. L'ensemble de leurs revenus sont donc passés de 3 000 € mensuels à 1 500 à 2. Cela a tout changé. On fait attention aux achats qu'on fait au supermarché, nos sorties. Et avec l'enfant, c'est encore plus difficile parce qu'on a des dépenses. Beaucoup de dépenses pour le petit. C'est la mère de mon mari qui nous aide plutôt. Et ma mère aussi, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, elle achète des vêtements, des choses pour les petits. C'est de cette façon qu'elle nous aide. Mais la mère de mon mari, elle nous donne de l'argent. En plus du salaire qui a diminué, elle estime que ses conditions de travail se sont dégradées. Il y a plus d'exigence par nous, mais le salaire diminue. De plus en plus, je vois aussi la psychologie a changé. Et c'est très, très important ça. On n'a pas la même joie quand on va à notre travail. Et le nombre des enseignants n'est pas le même. Parce que l'État ne veut pas donner de l'argent pour les fonctionnaires. Par exemple, moi, je dois changer 4 écoles par semaine. Quand ça arrive, je vais même à 3 écoles par jour. Le nombre des élèves augmente dans les classes. On a des classes de 26, 27 élèves. Et les difficultés des parents se ressentent aussi chez les enfants. On a des élèves avec des difficultés financières et ils n'ont rien à manger à l'école. On a des cas des élèves qui s'évanouissent. Nous, les professeurs, les enseignants, nous achetons pour les enfants à la cantine de l'école quelque chose à manger. L'État ne nous donne pas d'argent pour acheter du matériel pour l'école. C'est-à-dire, on demande par les élèves le papier pour les photocopies. On demande presque tout par les élèves et les parents. Son mari, Konstantinos Zoumanis, estime que les Grecs ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, mais l'austérité n'apporte pas de solution au problème de la dette. 300 milliards d'euros, une dette impossible à rembourser, un puits sans fond dans lequel disparaît tout l'argent récolté par le gouvernement. Au début, ils s'en sont pris aux salariés, aux retraités. Là, ils s'en prennent aux avocats, aux médecins, aux ingénieurs ou je ne sais pas. Donc, toutes les catégories socio-professionnelles sont asphyxiées économiquement. Et ça veut dire qu'il y a moins de travail. Ce qui veut dire moins d'impôts, moins de revenus pour l'État. Et au lieu de faire quelque chose de mieux, le gouvernement rajoute de nouveaux impôts. Désormais, nous comprenons que tout ça, ça ne va rien donner de bon. On n'arrivera jamais à rembourser la dette. Les mesures qu'ils prennent nous ruinent. On ne va pas tenir longtemps. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Quelques jours plus tard, joint au téléphone, Konstantinos Zoumanis explique qu'il a perdu son emploi car il n'avait pas les qualifications adaptées. Lorsqu'ils sont au chômage depuis plus d'1 an, les Grecs perdent ensuite leur sécurité sociale. À 20 minutes en métro du centre d'Athènes, la salle d'attente du dispensaire métropolitain d'Elleniko est pleine. La clinique solidaire a été créée il y a 6 ans par des médecins bénévoles soucieux du sort de leurs compatriotes. Dans la cour, Christos Vaias, 60 ans, se présente.
Je suis au chômage depuis mars 2009. Je travaillais dans le secteur privé. J'étais opérateur de pompe à béton. Plus personne ne m'engage. En Grèce, après 40 ans, c'est fini. Si vous êtes chanceux, excusez-moi, mais vous trouvez juste un lac pour vous y noyer. Aujourd'hui, la majorité des patients du dispensaire viennent pour trouver gratuitement les médicaments prescrits par les médecins, mais non remboursés. Un an plus tôt, les personnes sans sécurité sociale venaient aussi beaucoup pour des consultations. Mais depuis, le gouvernement d'Alexis Tsipras a fait voter une loi qui permet aux Grecs non assurés d'accéder à nouveau aux hôpitaux publics gratuitement. Pour Christos Vaias, cela ne règle pas complètement le problème. Maintenant, si tu vas chez le médecin, tu payes. Si tu as l'argent, si tu n'en as pas, tu attends. La secrétaire vous dit « Venez dans 15 jours ». Si tu n'as pas de chance, le médecin est absent, car eux aussi, ils sont humains. Quand il y a 500 patients pour 5 médecins, eux aussi doivent se reposer. Christos Vaias a récemment vu une petite amélioration dans sa vie. Il a pu retrouver un travail temporairement. Grâce à un programme gouvernemental, il travaille pour la municipalité d'Elleniko pendant 8 mois et gagne 495 € par mois. Malgré ce salaire très faible, au ministère du Travail, on explique qu'il y a eu 12 candidats pour chaque place proposée par ce programme financé par le Fonds social européen. Selon la ministre adjointe Ourania Donopoulou, la seule solution pour sortir les Grecs de la pauvreté, c'est l'emploi. Vous avez 350 000 foyers où aucun adulte ne travaille. 62% des chômeurs vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi les gens qui travaillent, même s'ils sont mal payés, ce taux passe à 17%. Among the employed, the poverty rate is 17%. So the gaps are huge. La différence est énorme. Si vous voulez combattre la pauvreté en Grèce, ce que les gens demandent, c'est une chance d'obtenir un emploi, même au salaire minimum, pendant 8 mois. Even a minimum pay job for 8 months. Alors qu'il a fait voter un train d'austérité, le gouvernement tente de contrebalancer ses effets avec quelques contre-mesures, comme la création d'une aide au logement pour 600 000 personnes ou encore des repas de midi pour les élèves dans les écoles. Mais la ministre adjointe est réaliste, cela ne suffira pas. Elle demande plus de solidarité en Europe pour lutter contre le chômage dans les pays en difficulté. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Et bien voilà, c'est donc la fin de ce grand reportage, mais c'est aussi la fin de cette première émission, C'est l'info. Je remercie l'ensemble de la rédaction qui m'a aidé à préparer cette émission et l'ensemble des intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles informations et surtout de nouveaux décryptages. En attendant, pour suivre toute l'actualité en direct, rendez-vous sur le www.c-l'info.fr. À la semaine prochaine.